qui sera un bilan de la journée d'aujourd'hui. Et comme vous le savez, s'est achevée aujourd'hui la deuxième étape du triathlon diplomatique qui avait commencé au mois de décembre l'an dernier, puisque le secrétaire général de l'OTAN euh, et j'avais proposé à M. Stoltenberg les plans de réflexion de la Fédération de Russie et qui exposait l'ensemble des points de vue de la Fédération de Russie sur la situation aujourd'hui en matière de sécurité du continent européen. Et la rencontre d'aujourd'hui était consacrée justement à l'analyse de tous les facteurs qui ont une influence sur la dégradation de la sécurité européenne que nous observons ces dernières années. Lors de cette réunion d'aujourd'hui, qui a été possible grâce à l'initiative justement de la Russie, et nous sommes reconnaissants au secrétaire général d'avoir organisé donc cette réunion du Conseil aujourd'hui, et à laquelle était notre délégation comprenait des militaires et des diplomates, et M. Fomine. Nous avons donc exposé notre appréciation de l'aggravation du paysage de la sécurité qui concerne la sécurité de tous les États et bien sûr en premier lieu nous et les intérêts de la Fédération de Russie. Et comme vous le savez, un des facteurs qui a une influence systémique, c'est le retournement révolutionnaire de l'OTAN en matière de sécurité depuis la guerre froide, le retour au schéma de 1949 et la pierre de touche de la politique de l'OTAN consiste à exercer une politique de rétention de la Russie, de dissuasion. Et ce n'est pas l'alliance elle-même ne cache pas que c'est son objectif principal. Et cette action destructive va à l'encontre de toute tentative d'établir un dialogue sur la base d'égalité de droit. Le deuxième facteur qui a une grande influence et qui contribue à la dégradation de la sécurité en Europe, c'est le processus d'extension de l'OTAN. Et je vous rappelle qu'en 1998, il n'y avait qu'un seul pays qui frappait à la porte de l'OTAN et qui avait des frontières avec la Russie, c'était la Pologne. Et aujourd'hui, l'OTAN comprend d'autres pays dont les territoires sont manifestement utilisés pour la projection des forces en direction de la Russie depuis différentes orientations géographiques. Et cela aggrave sérieusement notre sécurité et suppose donc des risques qui sont inacceptables pour nous. Le troisième facteur, c'est la dégradation complète du système de contrôle des armements. Et ce n'est un secret pour personne, tout le monde le sait très bien, que depuis que les États-Unis se sont retirés de l'accord sur la défense antimissile, et ensuite ils ont permis aux pays de l'OTAN de souscrire à ces dispositions de déploiement d'armement en matière de sécurité européenne. Et il y a eu l'accord sur les armes à portée intermédiaire. Et l'année dernière, il y a eu encore une étape sévère qui a sapé ce processus. Et le processus de transparence, c'était le retrait du traité ciel ouvert. Les États-Unis et leurs alliés cherchent à obtenir une supériorité militaire en utilisant le langage de l'OTAN, ça veut dire la supériorité aérienne, la supériorité maritime, mais aussi la supériorité dans le domaine cybernétique. Et donc, on a ici une perception qui fait que, conceptuellement, le plafond d'usage des armes nucléaires a été abaissé. Et ainsi, dans différents exercices militaires, est utilisée la composante nucléaire par l'OTAN. Et un des éléments qui, pour compléter ce tableau général, c'est que le résultat de la décision de l'OTAN, c'est que presque toute la coopération entre nous et l'Alliance a été
réduite à zéro. Elle est supprimée de l'agenda des discussions et on comprend bien cela puisque l'agenda positif que nous avions, qui était la lutte contre le terrorisme, euh, les discussions en matière de sécurité de l'Afghanistan, la lutte contre le trafic de drogue, la lutte contre la piraterie et beaucoup d'autres thématiques aussi, et le suivi en commun de l'espace aérien à la suite du 11 septembre. Et tout cela a été supprimé et je comprends bien que pourquoi cela a été cassé, parce que cette coopération n'entrait pas dans le schéma de l'OTAN qui cherche donc à maintenir, à contenir la Russie. Mais nous avons honnêtement, directement exposé, cherché à arrondir les angles, sans arrondir les angles, pardon, à exposer toutes nos perceptions, nos vues de cette histoire, de façon face aux risques qui se présentent aujourd'hui pour la sécurité. La Russie n'est pas d'accord avec ce scénario et les mesures que nous proposons, telles qu'elles ont été stipulées dans l'accord que j'ai évoqué, permettent de changer radicalement cette situation et de revenir à l'édification de la sécurité européenne sur les principes généraux de respect des intérêts des uns et des autres. Et ce n'est pas seulement la sécurité militaire de la Russie qui est évidemment pour nous un facteur fondamental et prioritaire, mais c'est aussi un moyen d'améliorer la sécurité des pays de l'OTAN et de ceux qui se qualifient aujourd'hui de position frontale. Donc la discussion d'aujourd'hui était ouverte, directe, approfondie, riche, mais en même temps, cette discussion a mis au jour un certain nombre de divergences sur des questions fondamentales. Et une de ces questions principales, c'est que l'OTAN considère le principe d'indivisibilité de la sécurité de façon tout à fait alternative, de façon tout à fait sélective. Et comme je l'ai dit, ils ne prennent pas en compte les intérêts de sécurité des autres pays. Et pour nous, l'indivisibilité de la sécurité doit concerner tout le monde. La sécurité ne doit pas se faire contre la Russie et en la contournant, sinon elle est vouée à l'échec. Et si l'OTAN passe à une politique de dissuasion, ça veut dire que ce sera une politique pour nous de contre-dissuasion, une politique d'intimidation. Nous réagirons de la même façon. Et s'il y a le système des défenses qui sont mis en place contre la Russie, ça veut dire que nous chercherons aussi. Ce n'est pas notre choix, mais en tout cas, si nous ne parvenons pas à modifier l'évolution actuelle. Donc, voilà, je voulais me limiter à ces quelques propos d'introduction. Alors, on va commencer par notre presse, la presse russe, et ensuite nous continuerons en fonction des questions qui seront posées. Oui, oui. En fait, j'avais deux questions. Parce qu'en fait, il est devenu clair à quelle distance se trouvent les deux positions. On aimerait avoir une petite précision parce que l'autre jour, il a été dit que l'Alliance intimide la Russie et quelles sont les meilleures actions à entreprendre dans ce cas-là. Justement, nous avons parlé du caractère de la défense de cette alliance. Et la vérité, c'est que nos partenaires ont même fait semblant d'être vexés par le fait que la Fédération de Russie doute
du caractère positif de l'alliance et du caractère paisible, alors qu'il présente la politique russe comme une tentative de susciter d'une manière ou d'une autre des conflits sur le site de l'ancienne Union soviétique. Bien entendu, nous ne pouvons pas accepter ces discussions, prendre ces discussions au sérieux. Si on parle concrètement en nous appuyant sur l'histoire réelle de l'OTAN, l'article 5 n'a été utilisé qu'une seule fois depuis les événements du 11 septembre, quand les États-Unis avaient décidé d'envoyer plusieurs avions AWACS pour effectuer des patrouilles dans l'espace hors de l'espace. Mais ce ne sont ce ne sont pas les membres de l'Alliance qui ont eu un rôle plus important ici. À l'époque, tout le monde a bien compris que le contre-terrorisme, le terrorisme est une menace qui nécessite la cohésion des efforts de tous les pays, et qu'il y aurait pu une plateforme qui pourrait être utilisée pour bien distinguer ces pays pour mobiliser les pays contre cette menace. Et tout le reste de l'histoire de l'OTAN, malgré son caractère défensif, entre guillemets, c'est une histoire de guerre, d'intervention. C'est une histoire qui a laissé ses traces jusqu'au jour. Ce sont des pays qui ont été détruits, des millions de réfugiés. Ce sont des espaces qui sont aujourd'hui entre les mains des terroristes. Et voilà la réalité avec laquelle nous devons vivre aujourd'hui. Et nous avons montré à l'histoire de l'OTAN que l'histoire de la Russie, c'est le contraire. La Russie, elle a arrêté des guerres, en commençant par la guerre civile au Tadjikistan, en Abkhazie, en Nagorno-Karabakh, en Transnistrie, où l'intervention de la Russie a permis d'obtenir la paix, a permis de mettre fin au conflit militaire et à trouver des solutions, et que les pays qui veulent travailler avec nous doivent comprendre le rôle important de la Fédération de Russie comme pays qui garantit la paix sur des espaces très grands de l'espace euro-atlantique, et qui a apporté une contribution décisive au maintien de la paix dans ces territoires. Merci beaucoup. Maintenant, on aimerait passer la parole à la chaîne numéro 1. Aujourd'hui, nous devrions comprendre la séquence des pas à entreprendre dans ces démarches, surtout dans le but d'éviter l'escalade. Nous avons une idée de ce qu'il faut faire, mais ce que je veux dire, c'est que nos propositions revêtent un caractère systémique si on parle de la sécurité, et je pense que les journalistes russes me comprendront. Aujourd'hui, c'est pas la philharmonie, c'est pas on joue chacun de son côté, on n'emballe pas du hareng dans du papier journal. Nos conclusions, elles sont tout à fait cohérentes les unes entre les autres. Il y a la question de l'arrêt de l'extension de l'OTAN vers l'Est, c'est tout à fait clair, tant du point de vue que la fin de la conquête militaire des territoires que l'OTAN, après 1999, a conquis. Voilà. Donc il y a un certain nombre de mesures de désescalade qui sont importantes. Je vais dire quelque chose de très simple. On nous dit voilà, commençons à travailler à la désescalade. Ça peut être des mesures pour éviter les situations de conflit. Ça peut être organiser des manœuvres sur les frontières entre la Russie et l'OTAN,
avec des zones protégées sur un certain nombre de kilomètres. Voilà. Et on voudrait que tout cela se fixe. Et aujourd'hui, si nous regardons la région des pays baltes, on voit que, d'après l'expression d'un sénateur américain, la limite, c'est Saint-Pétersbourg. Or, c'est une nouvelle réalité que nous sommes obligés de prendre en compte aujourd'hui sur le plan militaire. Et si cette frontière va encore être bougée vers l'est, qu'est-ce qu'il faudra qu'il fasse? Est-ce qu'on va devoir retirer tous nos armements au-delà de l'Oural? C'est absolument inacceptable. Et nous en avons parlé aujourd'hui directement, ouvertement. Donc c'est cet élément qui, de toute façon, est présent. C'est un impératif absolu. La fin de cette politique des portes ouvertes de la part de l'OTAN et que la Russie puisse avoir une garantie juridique contraignante. Et ça, c'est important. C'est une question de choix, de liberté de choix. Mais il n'y a pas de liberté de choix dans les relations internationales sur le plan de la façon dont elles sont comprises par les pays de l'OTAN, parce que les moyens d'assurer la sécurité ne doivent pas se faire sans le respect des intérêts en matière de sécurité des autres pays. Et donc, encore une fois, il faut prendre en compte ces intérêts. Ce sont des normes élémentaires du droit international et qui ont été entérinées par beaucoup de documents, et notamment dans la charte de l'acte final d'Helsinki et aussi dans le code de 1999 et qui gère l'attitude des États dans le cadre de l'OSCE. Encore une fois, je souligne que cette tentative de l'OTAN d'interpréter le principe d'indivisibilité de la sécurité, que ça s'applique qu'aux pays membres de l'OTAN, pour nous c'est inacceptable. Et ce principe, s'il s'interprète et s'applique de façon concrète sur le plan militaire, fait que ça a créé des risques supplémentaires. Pour nous, c'est absolument clair et je pense que nos partenaires de l'OTAN sont maintenant bien convaincus du caractère principal pour nous de ceci et que nous ne céderons pas sur ce plan. À vous. Même avant la rencontre, c'était clair que nos propositions ne seraient pas acceptées. Maintenant, suite à ces discussions, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'était clair ou non? Oui, je pense qu'il y a eu effectivement un véritable trouble. Et si on pose ces questions ouvertement, complètement, et je pense que ces questions étaient précédemment un peu au deuxième plan. Et la façon dont elles ont été traitées aujourd'hui, je ne me souviens pas d'une telle franchise dans le passé. Donc c'était vraiment un dialogue tout à fait ouvert, de cœur à cœur. Et je pense que nous avons réussi à faire passer aux membres de l'Alliance que la situation devient insupportable et qu'à un moment, les risques liés à la prolongation de cette politique de l'OTAN peuvent dépasser les avantages qu'ils veulent aujourd'hui tirer de cette politique traditionnelle, de cette mantra de l'OTAN, que la sécurité de l'Europe et de l'Atlantique doit être eurocentrique, et que cette sécurité de l'Europe doit être évidemment au cœur de l'OTAN et avec des partenaires qui jouent selon les règles. Et je pense que aujourd'hui, beaucoup ont compris que dans cette histoire, tôt ou tard, elle va finir. Et cela peut se faire de façon différente. Et nous voulons sortir de cette situation, encore une fois, en proposant un équilibre raisonnable. Et si on fait un parallèle historique, et aujourd'hui, justement, le dialogue s'est référé à l'histoire, parce qu'en général, on doit apprendre de l'histoire pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. Et regardez, en 1962, Cuba avait choisi son mode de défense. Donc c'était un choix libre, mais
l'issue de cette histoire n'a donné lieu à aucune conclusion équilibrée quant aux traits, aux lignes rouges qu'il ne faut pas franchir. Aujourd'hui, nous avons dû, encore une fois, attirer l'attention sur le fait que les principes, oui, sont les principes, mais en réalité, l'extension de l'OTAN, c'est le résultat de la politique des portes ouvertes, et cette politique de portes ouvertes n'existait pas dans les années 90. C'était une politique de portes fermées, et elle était présentée comme telle, et nous parlions du fait qu'on ne pouvait pas imaginer une situation, par exemple en 1990, quand Mikhail Gorbatchev, quand il parlait de la façon d'incorporer l'Allemagne réunifiée avec Mitterrand, Kohl, tout ça, tout le monde disait à Gorbatchev qu'il y a cet accord de Washington et il y a le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et au contraire, on disait à l'époque qu'il n'y aurait jamais d'extension de l'OTAN à l'Est. Nous nous souvenons de la conférence de James Baker et Dietrich Genscher. Et il avait ajouté qu'il s'agit de ces territoires de l'Allemagne de l'Est. Et donc c'est une réalité. Et nous parlons aussi du fait que l'intérêt rationnel du renforcement de la sécurité européenne nécessite une compréhension claire et nette qu'une extension de l'OTAN est forcément liée à des risques qui vont dépasser toute solution relative à cette extension. Et en réalité, cet agenda de portes ouvertes s'est manifesté à partir de 1994. D'ailleurs, la deuxième thèse selon laquelle personne n'a le droit de définir la politique de l'Alliance vis-à-vis de ses propres membres et que les pays tiers ne doivent pas interférer sur la structure de l'OTAN, cela ne repose sur rien. Encore une fois, il y a les leçons de la réunification de l'Allemagne et je vous rappelle que l'accord 4+2 interdit clairement le déploiement d'armes de l'OTAN sur le territoire et la Bundeswehr avait été réduite à 37 000 hommes et c'était clairement indiqué parce que c'était l'Allemagne dans la mesure où elle pouvait être membre du nouveau système de sécurité européenne. Alessandro, est-ce qu'on peut passer la parole à la chaîne Zvezda, s'il vous plaît? Allez-y. En fait, les Américains ont déjà constaté qu'ils vont fournir leurs réponses la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous planifiez de faire? Quels sont les pas suivants? Здесь, по крайней мере, было приостановлено, либо временно свернуто. Это не результат каких-то решений, которые с бухты-барахта были приняты российской стороной. Это был прямой результат недружественных действий со стороны стран НАТО. Причем системных действий. Дело в том, что наше представительство подвергалось такому искусственному сокращению несколько раз. Сначала до 30 человек, потом до 20. Затем 8 человек абсолютно безосновательно были объявленными сотрудниками спецслужб. Общий численный состав миссии, включая военных и технических работников, был установлен в размере 10 человек, что абсолютно неприемлемо. Россия не позволит никому диктовать, какое должно здесь быть присутствие. И по большому счету говоря, если натовцы все время заявляют о том, что они не имеют враждебных намерений в отношении России,
что они хотят выстраивать отношения сотрудничества, взаимопонимания с Российской Федерацией, они должны быть заинтересованы в том, чтобы российских дипломатов должно быть больше, потому что, как известно, дипломаты вообще-то получают зарплату за объективное информирование своих столиц о происходящем здесь. Но, видимо, это не устраивало некоторые страны НАТО. Наверное, некоторых можно было понять. Вот они бежали в НАТО от России, вот пришли туда, а там опять русские сидят на заседаниях в формате СРН. Поэтому действительно я хочу привлечь ваше внимание к тому, что мы не закрыли нашу миссию, а мы приостановили ее работу. И если и когда НАТО развернется, все-таки ляжет на другой курс, на курс, который позволит ей встроиться в коллективные усилия по построению безопасности, которая не основана... Et si la Russie continue, je n'exclus pas que notre présence diplomatique soit suspendue ici. Mais encore une fois, pour cela, il est important qu'il y ait un agenda politique qui soit positif, parce que ce que faisait notre mission diplomatique, c'était de recherche des solutions pour la défense des intérêts. Et le Conseil Russie-OTAN n'avait pas été établi simplement pour travailler à supprimer les conséquences négatives de la guerre froide, mais son objectif principal était de travailler ensemble par le dialogue politique, de définir une zone de sécurité, de trouver des domaines d'intérêt communs et d'unification des intérêts pour prendre des décisions, pour agir soit parallèlement, soit de façon coordonnée, soit même à mener des opérations en commun. Et si on parle des résultats, effectivement, nous avons réussi dans certains domaines à trouver des points de convergence qui permettaient justement de renforcer la sécurité et de la Russie et des pays de l'espace européen. Et ça concernait d'abord les questions de sécurisation en Afghanistan, de contrôle des trafics. La Russie, avec l'OTAN, avait mis en place un projet important. Nous avions préparé ensemble 3000 officiers des services du Pakistan et de l'Afghanistan contre le trafic de drogue. Et nous avions lutté ensemble contre la piraterie. Nous avons bien avancé. Nous avions sauvé et fait des sauvetages en mer. Il y avait eu un plan de lutte contre le terrorisme qui a été validé avec des systèmes qui auraient permis d'augmenter, de renforcer la sécurité dans les lieux de rassemblement public, dans les transports, etc. Nous avions créé un système de suivi, de surveillance de l'espace aérien ensemble et qui, tôt ou tard, devait permettre d'identifier les risques aériens quand il y avait des suspicions, quand il y avait des avions civils, par exemple, qui étaient détournés par des terroristes. Et il y a eu beaucoup d'autres travaux très concrets qui avaient été faits. Et un des projets les plus concrets que nous avions discuté était celui qui parlait de la sécurité sur le navire américain Cape Raid, qui était impliqué dans le système de destruction des armes chimiques, et tout le monde comprenait que c'était une cible idéale pour les terroristes. Et ce navire devait être sous la protection la plus resserrée, et nous avions travaillé pour la première fois dans l'histoire du Conseil Russie-OTAN, nous avions travaillé de façon très importante. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de cela qui existe, et cet élément doit être gardé à l'esprit dans la mesure où le Conseil Russie-OTAN avait été créé pour cela, pour ces objectifs-là. Et à un moment, on a compris qu'effectivement, cet agenda positif permet effectivement de rapprocher nos intérêts en matière de sécurité, d'élaborer une perception commune de la situation, d'établir des
de mettre en corrélation les liens entre la Russie et l'OTAN et les problèmes de sécurité. Aujourd'hui, tout cela est détruit. L'OTAN a refusé cette coopération et a affirmé qu'elle passait à la dissuasion, à la rétention contre la Russie. Et nous ne pouvons pas être d'accord avec cela et nous allons prendre toutes les mesures politiques, militaires, techniques pour éviter toute répression des intérêts de la Russie en matière de sécurité. Merci beaucoup. Maintenant, nous avons les représentants de Arte International en anglais. Bonjour, je représente Arte International. Aujourd'hui, le secrétaire général de l'OTAN a dit que c'est la Russie qui doit entreprendre les actions les plus simples afin d'assurer la désescalade. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont les meilleures actions visant à réduire l'escalade et surtout pour prévenir l'expansion de l'OTAN, surtout l'incorporation de l'Ukraine, surtout vu les annonces et les déclarations qui ont été faites par les nations et les États-Unis. Et aussi, nous avons entendu des allégations et des annonces depuis la Suède qui représentent aussi une ligne rouge pour la Russie. Et si ces discussions continuent. Bonjour, mais maintenant j'aimerais passer à la question suivante. Aujourd'hui, le secrétaire général de l'OTAN a constaté que la condition suivante, c'est la désescalade. Est-ce que ça veut dire que c'est la Russie qui doit faire la majorité du travail? Et qu'est-ce qui reste à faire par l'OTAN? Et la deuxième concerne la Géorgie, la Finlande, la Suède et la Géorgie. Vous avez déjà dit que l'adhésion de la Géorgie et de l'Ukraine à l'OTAN, c'est une ligne rouge. Actuellement, les États-Unis continuent des discussions avec la Finlande et la Suède, sauf que ce sont des pays neutres. Est-ce que ça représente aussi une ligne rouge? Qui sont les pays Sur la première pas question, par les Russie? Sur la première question, je veux dire que le thème de la désescalade a été évoqué aujourd'hui dans deux dimensions. La première dimension que nous avons évoquée, c'est l'organisation de l'activité militaire de façon à ce qu'elle n'engendre pas de risque, de danger et donc ne provoque pas de nouvelles escalades. Maintenant, j'aimerais poser la question suivante. Quelles sont les activités à entreprendre afin de prévenir les incidents dangereux? La deuxième dimension, ce que je veux dire, de la façon, en tout cas, ça a été présenté par nos collègues de l'OTAN, c'est la désescalade autour de l'OTAN. Ici, notre position est tout à fait claire. La désescalade est possible. Notre position est vraiment absolument claire. Avant tout, il est nécessaire de forcer les autorités de Kiev à respecter complètement leurs obligations relatives aux accords de Minsk qui ont été validés sur le plan du droit international par la résolution numéro 2052 du Conseil de sécurité de l'ONU. Les accords de Minsk seront respectés. Il n'y aura aucun danger pour l'Ukraine et son intégrité territoriale. Pour contribuer à cette désescalade, il n'y a qu'une seule solution, si nous avons ce qu'à l'esprit, c'est que les pays d'OTAN doivent cesser de leur contribution militaire en Ukraine, cesser les livraisons d'armes en Ukraine, l'envoi d'inspecteurs, d'instructeurs, d'officiers et de soldats, conformément aux accords de Minsk. Afin de prévenir cette désescalade,
les États membres de l'OTAN doivent prendre toutes les actions nécessaires qui visent à soutenir l'Ukraine. Mais en fait, ça a été déjà stipulé dans les accords. Et ce qui nous suscite chez nous notre regret, c'est que le lexique ukrainien sur l'exécution des obligations des accords de Minsk a complètement disparu. En ce qui concerne l'implémentation aussi des accords de Minsk, Nous comprenons pourquoi l'OTAN n'aime pas qu'on rappelle cela, parce que tout le problème est que ça consiste à présenter la Russie comme la cause du conflit. Eh bien, c'est tout. C'est une partie de la politique qui vise à la dissuasion de la Russie. On veut la diaboliser et lui attribuer des plans tout à fait négatifs et des intentions tout à fait mauvaises. Encore une fois, je souligne qu'il n'y a pas d'autre voie d'assainissement de la situation en Ukraine. Il faut respecter les accords de Minsk et nous allons continuer à chercher à obtenir de nos partenaires, notamment de ceux qui sont participants de l'OTAN, de respecter ces accords internationaux qui ont une force juridique contraignante. En ce qui concerne l'extension de l'OTAN, sans citer les pays précisément, nous avons dit que l'extension de l'OTAN ne résout rien en matière de sécurité sur le continent européen. L'extension de l'OTAN ne supprime pas les lignes de démarcation, mais ne fait que les déplacer. Nous sommes très attentifs au choix qui a été fait par les 7 pays qui ont veillé à ne pas rejoindre l'OTAN. Donc qui restent non alignés et qui savent quelle est notre attitude là-dessus. Et nous partons du principe que nos intérêts communs est de maintenir au moins la configuration qui est celle d'aujourd'hui actuellement pour eux. Et cela concerne aussi notre politique et notre principe de construction militaire. Aujourd'hui, encore une fois, nous avons analysé les conséquences de l'extension de l'OTAN vers l'Est de façon assez concrète. La zone baltique, entre les années 1991 et 2003, donc les 3 pays baltes sont devenus indépendants. Il n'y a pas d'obligation de coopération militaire. Ils n'ont pas de force militaire propre, pratiquement. Mais il n'y avait pas non plus de menace pour ces pays-là. En ce qui concerne les relations avec ces pays, nous avons eu que 2 questions militaires.
c'était la région, le statut de Kaliningrad и судьба военных пенсионеров. et le sort des retraités militaires. Никто не знал ни о Сулвакском коридоре, ни о проблеме транспортеров. Personne ne connaissait la question du couloir et des questions de transport. Никто не говорил о том, что их надо защищать, Personne ne disait qu'il fallait les protéger, что там надо размещать иностранные силы. qu'il fallait installer là des forces étrangères. И ситуация кардинально изменилась после их вступления в НАТО, в результате чего этот самый спокойный Et la situation a considérablement évolué après leur entrée dans l'OTAN. Et cette question est devenue une question de rivalité militaire particulièrement aiguë. кто от этого выиграл? Qui Никто. est gagnant dans cette histoire? Personne. И мы твердо убеждены, Et nous sommes tout à fait convaincus que такая политика, она cette politique est absolument contre-productive puisqu'elle crée des risques en matière de sécurité. Elle nous oblige à à réagir face à la présence d'armements et nous avons préféré établir une sécurité sur la base d'autres principes, sur le principe de respect des intérêts de sécurité communs. и отвечая на Et pour répondre à la question précédente, je voudrais dire aussi que такие вот фундаментальные различия в ces différences fondamentales en matière de sécurité européenne ne nous ont pas permis aujourd'hui d'adopter une décision claire sur les modalités d'action pour l'avenir. мы также и здесь в De même, ici, dans ce format, nous avons indiqué que la proposition russe qui avait été proposée sous forme écrite, они абсолютно понятны, et qui est parfaitement claire, они взаимосвязаны, et tous ces points sont liés les uns entre les autres. их нельзя рассматривать как булку, из которой можно что-то выклевать, изюминки какие-то. On ne peut pas les considérer comme des morceaux de pain distincts desquels on peut tirer quelques miettes ou un grain de raisin. Также рассчитываем на то, что страны НАТО Et nous espérons que les pays de l'OTAN présenteront leurs réflexions sur la façon de conclure un accord et de les réaliser en fonction des propositions que nous avons proposées, que nous avons avancées, ou pourquoi ils considèrent que ces propositions sont inacceptables. и на основе этого анализа Et sur la base de cette analyse, on pourra prendre une décision того, как двигаться вперед. pour savoir comment avancer ensuite. В том числе и в плане Et en matière aussi sur les modalités de négociation pour parvenir à des accords. по сегодняшним обсуждениям D'après les déclarations, les discussions d'aujourd'hui, nous pensons que ces réflexions écrites pourraient intervenir effectivement. и мы будем это только приветствовать. Et cela, nous ne pouvons que le saluer. Merci beaucoup. Nous allons encore une question de la part de la chaîne russe avec GTR24. Je représente la chaîne russe, Russie 24, en revenant à plusieurs morceaux de pain distincts. Madame Cher et le secrétaire général de l'OTAN, d'après le bilan d'aujourd'hui, ont déjà constaté qu'ils considèrent possible de poursuivre les consultations. Ils ont déjà présenté le calendrier qu'ils veulent construire avec la partie russe. Mais en même temps, lors de leur point de presse, ils ont déjà dit que certaines propositions clés russes ne sont pas considérées comme acceptables. Apparemment, il s'agit de plusieurs miettes que vous avez mentionnées tout à l'heure. Et dans quels axes la délégation russe considère une progression positive dans les médias? Merci.
Aujourd'hui, je ne parlerai pas d'attente, je dirais simplement que à cette étape, c'est important que comprendre la gravité de la situation. Cela, c'est important pour tout le monde. Et en ce sens, la réunion d'aujourd'hui était très importante. Oui, bon, je vais vous révéler un petit secret. Alors, c'est un secret de polichinelle dans les conditions actuelles, mais notre discussion a duré plus de 4 heures et tous les pays de l'OTAN, sans exception, sont intervenus. Notre délégation a pris la parole plusieurs fois parce que c'était une discussion, un échange de discussions tout à fait ouvert. Et si on parle des étapes suivantes, encore une fois, nous considérons qu'il faut aller de l'avant sur les 3 points. Donc la première orientation, c'est la stabilisation de la situation en matière de déploiement des forces. Et le retour à la situation de 1997, à l'époque où tout était tout à fait tranquille sur le plan de contrôle des armements, où tout le monde était content, tous, j'insiste là-dessus. Le deuxième aspect qui est important et difficile, et il a suscité des contradictions fortes aujourd'hui, c'est la question de l'extension de l'OTAN vers l'Est, et ce processus doit être arrêté, non pas par des promesses, mais par le moyen de garanties juridiques contraignantes. Et la troisième orientation, qui est, je parle de façon, je suis ma logique, c'est l'adoption de mesures qui permettraient de supprimer, d'éviter les risques de conflits en mer et en l'air. Et tout cela, il s'agit de suivre. Il n'est pas possible d'avancer sur un des points sans avancer sur les 2 autres. Mais si on parle par exemple de la désescalade, évidemment, nous sommes vraiment à la limite. Et si encore il y a 2 semaines, nos appareils civils commerciaux étaient parfois face au risque de collision avec des avions de reconnaissance militaires américains. Et si nos partenaires agissent de façon raisonnable ici, nous devrions effectivement avancer sur les 3 projets et pas sur les 3 orientations et pas seulement sur celui-là. Et aujourd'hui, nous ne voyons pas très bien comment cette difficulté peut être surmontée. Mais si la pierre d'angle sera non pas les intérêts seulement du groupe de l'OTAN, mais de l'ensemble de la sécurité et compte tenu de la sécurité de la Fédération de Russie, pour l'ensemble du continent européen, à ce moment-là, on pourra avancer. Et c'est ce que nous avions observé dans les années 90, quand des efforts titanesques avaient été entrepris pour casser cette logique, cette spirale de la guerre froide, de course aux armements, et de passer à un mode de garantie de sécurité avec de contrôle des armements, plus de sécurité avec moins d'armements. Et quand les 2 blocs militaires gigantesques qui ont été supprimés en Europe, c'était plusieurs millions d'hommes de chaque côté, quand une partie des armements a été détruite et quand nous avons réussi à assurer la possibilité d'utiliser ces ressources pour continuer à progresser, ça c'est important. C'est un aspect qui est important parce qu'aujourd'hui l'OTAN, c'est une tentative de nous forcer à réfléchir à des questions que nous, la Fédération de Russie, nous considérons qu'elles relèvent du passé et que nous voudrions oublier. Alors qu'aujourd'hui, les défis sont différents. C'est le changement climatique, c'est les conséquences sociales des avancées techniques, etc. Ce sont les questions, les menaces migratoires, et beaucoup d'experts aujourd'hui voient bien que de 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, il va y avoir des millions de personnes qui vont venir. Aujourd'hui, c'est une problème. Et aujourd'hui, on travaille sur la question de l'extension de l'OTAN
au lieu de travailler à des questions nécessaires au développement de tous nos pays et à notre sécurité. Donc les vrais problèmes, ça ne relève pas de la volonté de vivre selon la guerre froide. Donc il faut aujourd'hui éviter tout danger, euh, toute voie qui ressemble à la guerre froide. Mais aujourd'hui, il faut résoudre des objectifs, des solutions qui sont nécessaires pour à long terme aujourd'hui dans l'espace euro-atlantique et non pas vivre dans ces schémas qu'il faut aujourd'hui oublier. Cher Alexandre, maintenant nous avons un représentant de RT Allemagne. Je représente RT Allemagne. Aujourd'hui, le secrétaire général de l'OTAN a constaté qu'il ne peut pas fournir des garanties concernant la non-adhésion de l'Ukraine et surtout en ce qui concerne les démarches à faire des deux côtés. Est-ce que ça correspond aux préoccupations de la partie russe? Bien sûr, on parle de missiles, c'est très clair. Notre position a été exposée à l'initiative du président de la Fédération de Russie, après que les États-Unis ont décidé de se retirer des accords et d'établir un moratoire sur les questions de déploiement d'armement en Europe. Et donc aujourd'hui, c'est une question qui concerne pas seulement la sécurité de la Fédération de Russie, mais la sécurité de l'Europe. Et on revient aux accords de 1979. Mais je pense que dans ce cas, ce qui est important, c'est trouver une solution face et éviter que ces scénarios se répètent encore une fois. Chers collègues, maintenant nous allons passer à la presse, plusieurs journaux. Maintenant, nous avons plusieurs représentants, plusieurs journalistes. Bonjour, je représente le groupe TASS. Cher Alexandre, maintenant j'aimerais vous poser une question concernant des pays concrets, en particulier la situation au Kazakhstan, et qui a été estimée plusieurs fois par des experts occidentaux et russes, en supposant qu'il pourrait avoir un impact sur les discussions et négociations avec les pays de l'Occident. Est-ce que cette question a été abordée aujourd'hui lors de la séance entre le Conseil de l'OTAN de la Russie? Et deuxième question, la Turquie a déjà dit qu'il considère nécessaire d'améliorer ses relations avec la Russie et surtout pour qu'il disparaisse de la liste des pays hostiles. À votre avis, qu'est-ce que la Turquie doit faire pour disparaître de cette liste? Sur la première question, je veux dire que oui, ça a été réglé. Sur la deuxième, les Tchèques savent très bien ce qu'il faut faire. Chers collègues, nous avons encore une question d'un journal russe Interfax. Bonjour, je représente le groupe Interfax. Nos collègues britanniques ont déjà dit plusieurs fois qu'ils ne sont pas prêts à discuter de la sécurité européenne sans participation de l'Europe et la sécurité ukrainienne sans la participation ukrainienne. Est-ce que nous sommes prêts à élargir le format de discussion en essayant de trouver de nouveaux points ou nous allons nous concentrer sur les points existants? Honnêtement, parfois je ne comprends pas les déclarations qui sont faites par nos partenaires. Oui, j'ai lu que M. Blinken avait déclaré qu'on ne peut parler de l'Ukraine sans... Mais aujourd'hui, nos partenaires ont parlé pendant 1h30 sur les 4 heures de discussion. Ils ont parlé de l'Ukraine. Je vous ai dit comment on en a parlé. Et encore une fois, je veux dire, la menace autour de l'Ukraine, c'est l'Ukraine elle-même. La question, c'est simplement de respecter les accords de Minsk et de son paquet politique. Si ce paquet est respecté, à ce moment-là, la question ukrainienne sera résolue. Votre deuxième question, c'était? Oui, les autres. Encore une fois, je veux dire, effectivement, vous comprenez, effectivement, nous-mêmes, nous avons déclaré la nécessité d'utiliser différentes pistes pour discuter tous les éléments pour équilibrer la sécurité européenne. Ils ont
une importance chacun, mais pris séparément. Mais en même temps, ils sont complètement liés les autres. Il y a la relation entre la Russie et les États-Unis d'Amérique qui est centrale parce que c'est une puissance nucléaire, qui a un rôle historique important vis-à-vis de tous les pays européens. Et évidemment, le niveau de progrès dans cette relation influencera les relations dans les autres questions. Et les relations entre la Russie et l'OTAN sont toujours des questions importantes sur différents aspects. Et bien entendu, nous n'excluons pas d'utiliser la plateforme de l'OSCE, surtout compte tenu du rôle unique de cette organisation comme moteur de prise de décision sur certains aspects. Mais nous allons nous appuyer sur les ressources de cette organisation. Il faut que nous établissions cette carcasse de la coopération européenne sur la base des propositions que nous faisons. Et si nous continuons à ce travail d'édification, nous comprendrons quelle orientation suivre, quelles ressources utiliser, quelle organisation internationale utiliser. Je tiens à souligner que ce genre de situation ne se produit pas pour la première fois. Et l'acte fondateur et la déclaration de Rome, qui avait été élaborée sur la base des contacts russo-américains, et cela n'exclut pas les autres pays membres qui peuvent être impliqués dans les négociations au niveau de l'OSCE, mais l'état des relations entre la Russie et l'OTAN, évidemment, a une influence sur les relations avec tous les pays avec lesquels nous avons des relations dans le cadre de l'OSCE. Jusqu'à... Alessandro, est-ce qu'on peut passer aux médias occidentaux maintenant? C'est le CNN. Merci beaucoup. Je représente le CNN. Aujourd'hui, l'OTAN a dit plusieurs fois qu'il y a plusieurs propositions concernant la sécurité, surtout. Et qu'est-ce qui peut être proposé par le président, M. Poutine, en tant que compromis? Est-ce que ce compromis est vraiment disponible aujourd'hui? Nous ne parlons pas de compromis. J'ai déjà répondu à cette question dans mes précédents commentaires. Ce qui est important, ce qui est fondamental, c'est d'avancer sur toutes les orientations que j'ai indiquées, sur les 3 orientations évoquées. Merci beaucoup. Maintenant, nous pouvons continuer avec Reuters. Merci beaucoup. Est-ce que je pourrais avoir une petite précision concernant la proposition de M. Jens Stoltenberg de poursuivre les discussions entre la Russie et l'OTAN concernant le déploiement de missiles? La première question. Et deuxième, le contrôle des armements. Si j'ai bien compris, vous n'avez pas refusé cette proposition, vous avez accepté de poursuivre ces discussions. Et quel est le délai dans lequel la Russie va donner sa réponse aux propositions de l'OTAN? Merci. Je tiens à dire que sur les questions des armements offensifs, nous sommes prêts à discuter. De plus, un des articles de notre accord avec l'OTAN prévoit justement le non-déploiement de ces armes dans les zones qui permettent d'atteindre les territoires des autres pays. Et nous sommes prêts à parler non seulement de ces zones, mais aussi des mesures de contrôle. Et là, je dirais que la balle est dans le camp de l'OTAN. Et nous avons formulé cela depuis longtemps. Et ça fait longtemps que nous nous disons prêts à discuter. En ce qui concerne la question d'une manière plus générale, l'élaboration de nouveaux instruments de contrôle des armements, je l'ai déjà dit que ce système de contrôle des armements, qui était la base matérielle des accords entre la Russie et l'OTAN, a été détruite par la cause des États-Unis. C'est-à-dire que tous les accords sur la sécurité européenne
soit ils n'existent plus, soit ils ne sont plus en vigueur. Donc l'accord sur les armes à portée intermédiaire, qui était très important aujourd'hui, il a été réduit à 0. Donc c'est important de garder le minimum de ce régime. Le deuxième accord sur les armes conventionnelles en Europe, aujourd'hui, on peut pas, il ne faudrait pas sous-estimer son importance ici. C'est la pierre angulaire de la sécurité européenne et il n'existe plus aujourd'hui. Et les professionnels qui travaillent là-dessus comprennent très bien la perte que cela représente pour la sécurité européenne. Et donc, encore une fois, nous sommes prêts à commencer un dialogue dans le cadre de l'OSCE et nous tenons à la position qui consiste à mener un dialogue en matière de coopération sur la sécurité. Ce processus doit être dépolitisé, mais je tiens aussi à dire c'est que pour passer aux négociations, nous devons mettre en place un projet politique. Encore une fois, un exemple historique que je peux citer. À une époque, pendant 17 ans, il y a eu des accords sur des négociations sur la limitation des armements en Europe centrale. Et finalement, ça n'a débouché sur rien, parce qu'il n'y avait pas de projet politique pour le motiver. Mais quand nous nous sommes mis d'accord sur nous devons sortir du schéma de la sécurité de la guerre froide pour créer une nouvelle architecture de sécurité. Et à ce moment-là, ces instruments ont été utiles. Et l'accord sur les armes conventionnelles avec une nouvelle dimension géographique complètement différente, avec la participation de tous les pays de l'OTAN et du pacte de Varsovie, a été validé en 1 an et demi. Et les normes de réduction des armements, d'armements lourds, représentaient plus de 100 types d'armes différentes qui ont été supprimées, qui ont été éliminées sous contrôle international. Aujourd'hui, si on commence des négociations sur telle ou telle chose, sans vision politique pour orienter tout cela vers une nouvelle architecture de sécurité, je pense que ça mène à une impasse. Et ce qu'il nous faut ici, c'est voir que nous allons dans cette direction. Nous avons besoin de tel ou tel instrument, instrument de dissuasion, instrument de transparence, instrument de contrôle des armements, de restriction, etc. Mais tout cela doit rentrer dans une vision politique, dans un instrument qui corresponde à cette vision politique. Merci beaucoup. Associated Press, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Est-ce que vous pensez que les pourparlers diplomatiques, comme aujourd'hui, puissent continuer? Oui, bien sûr, c'est de ça que nous parlons. Nous n'avons pas réussi à obtenir des résultats concrets, mais évidemment, ça fait partie d'une discussion. On ne va pas se répéter, mais nous avons à viser des objectifs qui sont en commun en matière de sécurité sur la base de nouveaux principes pour l'Europe. Et cette discussion, cette rencontre permet d'élaborer, d'intégrer les principes de base pour construire cette architecture. Maintenant, nous continuons. Merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais quand même avoir votre précision. Pour vous, quand est-ce que ce serait possible de prendre la décision concernant la possibilité de poursuivre les pourparlers au format la Russie et l'OTAN? Est-ce que les pourparlers ultérieurs sont possibles cette année? Et quels sont les facteurs qui pourraient représenter le premier signal pour fixer la date suivante des pourparlers? Bon, je l'ai déjà dit, aujourd'hui nous avons constaté que nous avons une discussion tout à fait ouverte. Jens Stoltenberg l'a dit, il était tout à fait franc et c'est déjà bien.
compte tenu de la gravité de la situation dans laquelle nous sommes en matière de sécurité européenne. Et je le souligne encore une fois, nous avons fait le premier pas, nous l'avons exposé sur le papier, nous avons publié notre vision des choses, nos propositions pour avancer dans la bonne direction. Et aujourd'hui, nous avons appelé nos partenaires à faire de même, c'est-à-dire à exposer sur le papier leurs propositions pour qu'on voit dans quelle direction ils veulent aller. Et à ce moment-là, on comprendra quels sont les instruments et les modalités de discussion que nous pouvons utiliser pour assurer ce mouvement vers l'avant. On pourra à ce moment-là parler d'étapes différentes, de mise en place de différents groupes de travail sur des questions bien précises. Travailler aux questions de désescalade, notamment ces questions concrètes, avec par exemple l'établissement de distances minimales entre les navires ou entre les avions. Et malgré tout le respect pour les ambassadeurs, tout cela ne suffit pas. Aujourd'hui, je ne suis pas prêt à parler de 200 ou de 300 mètres pour dire que c'est une distance de sécurité. Mais si on implique les militaires dans ces discussions, à ce moment-là, on pourra avoir des discussions plus concrètes. Il faut que les professionnels interviennent ici. Et donc, nous regardons de façon tout à fait concrète. Nous n'avons pas d'attente démesurée. Nous regardons les choses de façon pragmatique. S'il y a des possibilités d'avancer, d'aller de l'avant, pourquoi ne pas utiliser ces ressources, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il n'y a pas de base pour discuter, pour adopter des résolutions que nous aimerions adopter. Mais aujourd'hui, on ne peut pas. On n'a pas de. Il y a des différences fondamentales qui sont trop grandes aujourd'hui en matière de sécurité européenne. La dernière question, peut-être. Et justement, c'est la dernière question. Merci beaucoup. J'aimerais poser ma question en anglais. Ne connaissons que les valeurs de la Fédération de Russie, ne correspondent pas aux valeurs des autres. Et pour vous, vu la présence du personnel russe, surtout en dehors de la Fédération de Russie, et ma deuxième question, il n'y a pas de présence russe dans le Donbass. Et encore une fois, il y a une présence ukrainienne ici. Et ce ne sont pas des sujets de discussion ici. En ce qui concerne la paix en matière ukrainienne, la seule solution, c'est le respect des accords de Minsk qui ont été validés par le Conseil de sécurité. Donc c'est la seule formule qui nous permette de mettre de côté ce conflit interne pour créer le contexte nécessaire pour discuter de questions plus vastes en matière de sécurité. Et votre autre question, c'était? Je ne vais pas développer là-dessus parce que vous comprenez très bien que chaque pays a le droit de protéger ses intérêts de sécurité et toute modification de la stratégie de l'Ukraine où la Russie est décrite comme ennemi et comme une machine militaire doit être
consacré sur la menace russe. Donc évidemment, nous devons prendre des mesures de précaution et en matière en particulier, dans la mesure où cette situation est celle-ci depuis de nombreuses années. Et quand vous posez cette question, combien de officiers de sécurité et engins et soldats ont été développés, déployés sur la frontière polonaise pour empêcher des migrants de pénétrer en Allemagne. Je pense que ça fait poser des questions qui n'ont pas été posées et c'est important. Merci, comme on dit. Остается еще место для разговора дипломатов? Или все-таки скоро предстоит разговаривать военным нашим? Мы выступаем за то, чтобы разговаривали. Nous nous prononçons pour que les diplomates discutent et que les diplomates avec les militaires discutent en direct. Et je souligne encore une fois que ça fait 2 ans que ce dialogue, on accuse la Russie, alors que ce n'est absolument pas le cas. Et les discussions qu'il y a eu en juillet 2019, à l'initiative de la Fédération de Russie, qui portait sur la question de savoir nous avons proposé la réalisation de l'initiative avancée par le président Poutine. Donc nous avons une approche tout à fait pragmatique. Et quand nos partenaires se sont retirés des accords, et nous attendons le moment où nous pourrons dire que nous reprenons le contact pour améliorer le mécanisme visant à éviter toute situation d'escalade. On nous a toujours dit que ce n'était pas possible et qu'on ne peut pas reconsidérer l'orientation politique qui a été prise. Et la discussion d'aujourd'hui, même si elle était formelle à l'initiative du secrétaire général, mais en fait, elle s'est faite parce qu'il y a eu l'initiative de la Fédération de Russie et du président russe. Et donc évidemment, sans se laisser aller à des danses diplomatiques, nous avons tout de suite été d'accord pour discuter sur le plan logistique, au point de vue du temps aussi, entre la rencontre de Genève et les autres réunions prévues. Nous avons décidé qu'il fallait nous rencontrer pour discuter des questions stratégiques aujourd'hui. Et c'était important, ça correspondait à une nécessité. Et aujourd'hui, la discussion qui s'est faite nous a permis de comprendre et de faire connaître notre point de vue et de comprendre quels sont les défis qui se posent à nous. En fait, vous avez déjà vu beaucoup parmi ces journalistes, est-ce que vous avez entendu ce discours assez rigoureux par rapport à la Russie? Je ne sais pas ce qu'ils attendaient eux, mais nous n'avons jamais caché ce que nous pensions. Nous avons exprimé nos préoccupations et nos préoccupations ne sont pas du tout inventées. Elles correspondent à des préoccupations tout à fait concrètes. Et tous ces problèmes qui ont été exposés aujourd'hui s'étaient posés. Ils se posaient déjà dans l'agenda et la décision de Bucarest sur l'intégration de l'Ukraine et la Géorgie
dans l'OTAN. Nous avons beaucoup parlé de ça. Nous avons dit que cette ligne incohérente d'intégration de nouveaux pays dans l'OTAN, de l'ancien espace soviétique, et nous avons rappelé la chronologie de ces événements, et je dirais que les décisions qui ne pouvaient pas être acceptées par principe. On ne peut pas utiliser de telles formulations en disant que l'Ukraine et la Géorgie seront membres de l'OTAN. Ce sont des pays souverains. On ne peut pas utiliser ce type de formulation. Donc, ça avait été noté en hâte. Donc cela doit entrer dans le cadre d'une politique nationale. Et j'ai rappelé qu'il y avait eu cette décision et que ça correspondait aux perspectives de l'OTAN, cette aventure de l'extension vers l'Est. Et par exemple, nous étions en Géorgie. Il y avait la présence de la Russie en Ossétie, et ensuite il y avait eu, ça avait été validé, ça faisait partie du mandat de la Russie, ça avait été validé par l'OSCE aussi, et il y avait une politique adoptée ensuite en Ukraine de poursuite, et la Rada est-ce que la décision de Bucarest avait été respectée par l'OTAN? Et donc cette question avait été retirée de l'ordre du jour de Kiev. D'où est-ce qu'ils ont ce discours avec nous? Mais je ne sais pas. On ne dit pas que nos discussions sont chaleureuses ou pas chaleureuses. La Russie a formulé ses propositions, je l'ai dit aujourd'hui. Nous avons un certain nombre de mesures techniques que nous allons appliquer si nous ressentons un véritable danger de la part de nos partenaires occidentaux, notamment en matière de système de visée en direction de la Russie. Donc si cette menace se manifeste, encore une fois, nous avons besoin d'avancer sur ces questions qui ont été formulées aujourd'hui.